Dans l'ADN fondateur de la gauche israélienne, la guerre fratricide non seulement n'est pas exclue, mais au contraire, elle est parfois valorisée et même sacralisée, comme dans le mot fameux de Ben Gurion sur le Totar HaKadosh. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a cette espèce de sacralisation de la violence fratricide, ce qui est tout à fait étonnant, alors que dans la droite, c'est le contraire. La violence fratricide doit être évitée à tout prix. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que la droite est prête à céder pour éviter la menace d'une guerre fratricide. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Maître Pierre Lursa. Bonjour Pierre. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes juriste, mais vous êtes également historien et en particulier spécialiste de Zev Jabotinsky. Zev Jabotinsky, c'est tout à fait lié à cet événement qui s'est produit il y a de cela 75 ans, presque jour pour jour. Il s'agit de ce qui s'est passé, l'assaut, on va dire, contre le bateau de l'Altalena. L'Altalena, c'était le nom de plume, et vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous avez rédigé la biographie de Zev Jabotinsky. L'Altalena, c'était le nom de plume de Zev Jabotinsky, mais c'était aussi un symbole. Alors, racontez-nous de manière succincte l'histoire de l'Altalena. Qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, entre le 18 juin et le 22 juin, lorsque le bateau est arrivé au bord des plages de Tel Aviv? Oui, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que c'est un bateau qui était affrété par l'Irgun, donc l'organisation dirigée par Menachem Begin, et organisation dissidente, entre guillemets, et qui portait une cargaison d'armes très précieuse, puisque à l'époque, l'armée d'Israël avait cruellement besoin d'armes pour faire face aux armées arabes qui étaient bien plus équipées. Et ces armes, d'ailleurs, avaient été chargées en France, elles avaient été données par la France. Elles provenaient de stocks d'armes, d'ailleurs, anglo-saxons en France, et d'armes britanniques, et c'est la France qui avait fait cadeau de ces armes à l'Irgun, qui avait beaucoup de relations, d'ailleurs, haut placées dans le gouvernement français à l'époque. Et donc le bateau arrive au large des côtes. Alors c'est un bateau qui transportait aussi, il faut le souligner, des immigrants. Oui, à la fois des immigrants et des armes, donc doublement précieux. Les immigrants qui étaient pour la plupart des rescapés de la Shoah. Et lorsque le bateau est arrivé au large des côtes d'Israël, c'était pendant la trêve, donc la première trêve de la guerre d'indépendance. Et donc David Ben Gurion a ordonné que le bateau soit bombardé. Mais alors ça s'est pas passé, c'est-à-dire on va reprendre un petit détail, c'est-à-dire que le bateau à bordé est arrivé on va dire à hauteur des plages de Natania, si je ne m'abuse. C'est ça, et il a commencé à décharger. Il a déchargé. Les Olim sont descendus et se sont installés, et par contre les combattants de l'Irgun sont restés avec les armes, avec la cargaison d'armes, c'est cela? Oui, alors en fait il y avait un accord qui avait été trouvé entre Menachem Begin et David Ben Gurion. L'Irgun exigeait de conserver 20% des armes pour ces hommes qui se battaient encore dans leurs propres unités à Jérusalem. Dans le reste du pays, l'Irgun avait déjà été intégré dans les rangs de l'Haganah de Tzahal. On est un mois jour pour jour après la création de l'État, quasiment jour pour jour après la création de l'État d'Israël, et on va dire 2 semaines après que Ben Gurion ait créé de facto l'armée israélienne, Tzahal. Oui, Tzahal, qui vient de se créer, a intégré dans ses rangs les soldats de l'Irgun, sauf à Jérusalem, qui, en tant que corpus separatum, ne fait pas partie de l'État d'Israël à l'époque. Donc, l'Irgun continue de se battre de manière indépendante à Jérusalem, où il y a des combats très, très rudes. Et donc, l'Irgun demande 20% de la cargaison pour ses hommes à Jérusalem. Et ça va être un des prétextes qui va servir, en fait, à Ben Gurion pour finalement donner l'ordre de bombarder le bateau, ce qui, évidemment, est une perte terrible pour l'armée d'Israël. Mais surtout... aujourd'hui, on s'attache à penser que Ben Gurion voulait tout simplement liquider son adversaire politique, qui était Menachem Begin. C'était une des hypothèses les plus plausibles, c'est que le but de l'assaut contre l'Altalena, c'était tout simplement de faire disparaître Menachem Begin. Qui était monté à bord? Qui était à bord du bateau, oui, et qui d'ailleurs ne voulait pas le quitter. Le commandant du bateau, qui était un Américain qui s'appelait Fine, le commandant Fine, faisait tout pour que Begin descende du bateau parce qu'il était en danger. Et Begin, lui, voulait rester avec les hommes de l'Irgun et était prêt à mourir avec les hommes de l'Irgun. Et donc cet événement dramatique a marqué évidemment l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Alors on a parlé à l'époque, et c'est une expression qui est restée, ils vont dire du Totar HaKadosh, c'est-à-dire du canon saint, c'est-à-dire
alors de quoi il s'agit? Il s'agit de ce canon qui a tiré en direction de l'Altalena et qui a, on va dire, détruit le bateau. Oui, alors peut-être justement, alors avant de parler du Totar Hakadosh, du canon sacré, il y a autre chose de très important à rappeler, c'est que la plupart des soldats, ou beaucoup de soldats de Tzahal et de la Haganah, y compris du Palmar et de la Haganah, qui ont reçu l'ordre de tirer sur l'Altalena, ont refusé les ordres. C'était peut-être le premier cas de refus d'obtempérer dans Tzahal, et notamment d'ailleurs, alors ça a commencé par l'armée de l'air. Au début, c'est l'armée de l'air qui devait bombarder le bateau. La plupart des pilotes à l'époque, c'était des pilotes étrangers, des volontaires étrangers, américains notamment, et qui ont dit on veut pas tuer des juifs, on n'est pas là pour ça. Après, il y a eu la même réaction de la part d'autres unités, y compris de la marine israélienne. La jeune marine israélienne, là aussi, des soldats israéliens ont dit non, on n'est pas là pour se battre contre des juifs. Et finalement, c'est certaines unités du Palmar, conduites par Yitzhak Rabin. Oui, notamment avec Yitzhak Rabin, qui ont accepté l'ordre de Ben Gurion de bombarder le bateau. Et c'est là qu'intervient effectivement le fameux Totar Hakadosh, le canon, l'obusier sacré. Selon d'autres sources, Ben Gurion aurait dit carrément il faudra que ce canon soit un jour qui soit placé dans le temple à Jérusalem. Donc, et c'est ça peut-être qui est le plus intéressant pour aujourd'hui. Alors justement, parce que qu'est-ce que ça représentait? Vous dites que c'était simplement une volonté de se venger, ou en tout cas d'éliminer son adversaire, mais pour Ben Gurion, l'image qu'il a voulu donner, c'est d'essayer d'instaurer une forme d'unité au sein de l'armée israélienne et une volonté d'éviter, on va dire, que l'armée se transforme en une sorte de phalange ou de faction militaire. Oui, ça c'est l'interprétation, disons, c'est la version ben-gurioniste des événements. Vous savez que les vainqueurs écrivent toujours l'histoire, y compris en Israël, mais on sait bien que d'abord, à cette époque, de facto, l'Irgun était quasiment dissous puisqu'il ne subsistait plus qu'à Jérusalem. Donc, je dirais qu'il y avait plus d'enjeux. Il y a aussi d'autres personnes qui disent Ben Gurion voulait faire un exemple plutôt à destination du Palmar, parce que le Palmar c'était un peu les dissidents sur sa gauche, et il voulait aussi montrer au Palmar qu'il prendrait pas de gants avec les dissidents. Mais bon, tout ça c'est l'interprétation, je dirais. Est-ce vrai d'ailleurs que quand Ben Gurion a créé l'armée israélienne, il aurait pu l'appeler l'armée d'Israël, il a appelé soit Haganah et Israël pour donner une priorité à la Haganah? Alors ça, je connais pas cette interprétation, mais non, c'est parce qu'on a toujours eu un ethos défensif. Mais voilà, mais je pense que quand même, même s'il y a encore des interprétations divergentes, mais ce qui est intéressant pour aujourd'hui, c'est de voir que finalement, la leçon tirée de cet événement est très différente selon les camps. Alors parce qu'il faut avouer que finalement, Menachem Begin a cédé. Et Menachem Begin a voulu tout faire. Il y a eu des tirs, il y a eu 16 membres de l'Irgun qui ont été tués, 2 ou 3 soldats de Tzahal qui ont été tués de l'autre côté, parce qu'il y a eu une fusillade à un moment. Et finalement, Menachem Begin a donné l'ordre de cesser le feu. Voilà, alors c'est ça le point crucial, c'est que finalement, il y a eu un début de guerre civile, il y a eu un début de guerre fratricide, en tout cas, des échanges de tirs, des morts des deux côtés, même si évidemment les premiers tirs ont été tirés du côté de la Haganah et de Tzahal, et pas du côté de l'Irgun, bien entendu, mais il y a eu cet échange et fratricide, et finalement, c'est Menachem Begin, qui a prononcé un des discours les plus poignants de son histoire politique, il en a prononcé beaucoup, et d'ailleurs il a dit « j'ai pleuré 2 fois dans ma vie », la première fois c'est quand l'État d'Israël a été prononcé, donc le 14 mai 48, et puis un mois plus tard il a pleuré quand il a prononcé ce discours sur l'Altalena, ou en descendant de l'Altalena sur la radio clandestine de l'Irgun, et il a pleuré parce que pour lui, c'était impensable qu'il puisse y avoir une guerre fratricide. Et donc, c'est pour ça qu'il a ordonné à ses hommes de ne pas riposter. Donc, il a ordonné le cessez-le-feu. Et finalement, il n'y a pas eu de guerre fratricide. Elle a commencé, mais elle s'est arrêtée tout de suite, parce que Begin a dit on préfère céder. C'était capital pour Begin au point qu'il veuille que lorsqu'il est décédé, il a demandé que l'on marque sur sa tombe qu'il a évité une guerre civile, c'est ça? Absolument. C'est-à-dire que finalement, je dirais que quand on compare la réaction de Ben Gurion et celle de Begin, et quand on compare la place que cet événement occupe dans leur vie, on s'aperçoit que l'interprétation est totalement opposée. C'est-à-dire que chez Ben Gurion, c'est le Totar Hakadosh, c'est l'obusier qui a tiré sur des juifs qui est sacralisé, alors que chez Begin, c'est au contraire le refus de la guerre fratricide qui est sacralisé. Et finalement, je dirais que cette attitude, elle se perpétue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que quelque part, dans l'ADN fondateur de la gauche israélienne, il y a l'idée que la guerre fratricide peut être salvatrice, et que quelquefois elle est nécessaire. Et il y a toujours cette tentation même de la guerre fratricide dans la gauche israélienne. On la voit au moment du Gush Katif, on la voit
aujourd'hui encore. Aujourd'hui, si on transpose, on va dire, les événements de l'Altalena 75 ans plus tard, autour du grand débat qui anime la société israélienne autour de la réforme judiciaire, vous dites que c'est pour la gauche, on peut aller jusqu'à une guerre fratricide pour faire valoir ce qu'il faut défendre, par exemple la démocratie, etc. Absolument. Dans l'ADN, je dirais, dans l'éthos fondateur de la gauche israélienne, la guerre fratricide non seulement n'est pas exclue, mais au contraire, elle est parfois valorisée et même sacralisée, comme dans le mot fameux de Ben Gurion sur le Totar HaKadosh. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a cette espèce de sacralisation de la violence fratricide, ce qui est tout à fait étonnant, alors que dans la droite, c'est le contraire. La violence fratricide doit être évitée à tout prix. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que la droite est prête à céder pour éviter la menace d'une guerre fratricide. Donc on voit bien deux ethos complètement opposés. C'est tout à fait marquant et frappant, et ça permet aussi de comprendre beaucoup de choses aujourd'hui, effectivement. C'est-à-dire, si on comprend les derniers événements, c'est-à-dire que la droite est condamnée, même si elle gouverne, elle est condamnée à céder face à la gauche israélienne ? On va dire pour schématiser. Oui, bien sûr. Lorsque les chefs de l'opposition, le carteron de généraux qui agite cette menace de la guerre civile depuis 6 mois en Israël, ils savent très bien qu'en utilisant cet épouvantail de la guerre fratricide, eh bien, ils vont faire taire la droite, parce que la droite, elle, n'ira jamais jusqu'à la guerre fratricide. On a un petit peu, je dirais, moi, j'ai comparé ça quelque part à l'histoire biblique de Joseph et de ses frères qui se rejouent perpétuellement dans l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que, effectivement, parmi les frères de Yosef, il y en a qui sont prêts à le tuer, et puis il y a ceux pour qui la guerre fratricide est un impératif à ne jamais atteindre, c'est une ligne rouge à ne jamais franchir. Mais finalement, si on revient à l'histoire de l'Altalena, est-ce que finalement Ben Gurion n'était pas dans son rôle de vouloir essayer de synthétiser, d'unifier toutes les forces qui ont combattu contre les Britanniques, par exemple, pour justement éviter qu'il y ait des dissidences, qu'il y ait une armée qui soit une armée de faction. Finalement, c'était son rôle à Ben Gurion d'essayer de regrouper, on va dire, les différentes factions et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dissidence. Mais ça, c'est la lecture ben-gurioniste de l'événement qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours dans certains cercles. Mais en fait, quand on relit, j'ai relu, avant cette interview, j'ai relu plusieurs témoignages, et aussi d'ailleurs celui de Menachem Begin, et on voit bien que Begin était personnellement visé par les tirs, et les hommes qui étaient autour de lui le protégeaient de leur corps, parce qu'ils savaient que c'était lui qui était visé par les tirs des hommes depuis la plage qui tiraient sur l'Altalena. Le but de Ben Gurion, c'était tout simplement d'écarter son rival, de même qu'il avait voulu écarter Jabotinsky en le diabolisant, et ensuite il a voulu écarter Menachem Begin. Bon, après il s'est un petit peu repenti dans la fin de sa vie d'ailleurs. Il a dit Ben Gurion, par rapport à ça, il a réagi à ce genre d'accusation. Je crois pas, à ma connaissance, je sais pas il s'est pas repenti sur l'Altalena, il s'est repenti dans sa relation avec Menachem Begin. C'est-à-dire que dans la fin de sa vie, il y a une fameuse lettre à Begin où il dit Paula t'admirait beaucoup, Paula Ben Gurion, et on voit que dans la fin de sa vie, il s'est rapproché de Menachem Begin, il a reconnu la grandeur Il ne prononçait même pas son nom. Hein. Oui, c'est ça. Donc, il disait l'homme qui est assis à côté de Bader. Absolument, il y avait la même diabolisation et la même néantisation de l'adversaire qu'il avait eu envers Jabotinsky, et finalement, David Ben Gurion, qui n'était pas un grand démocrate, avait voulu employer face à Menachem Begin tous les moyens, y compris les plus radicaux. Et je dirais que cette tentation de la radicalité, elle est toujours présente dans l'histoire de la gauche israélienne. C'est bien ça qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la menace de la guerre... Même si la gauche israélienne n'existe pas de facto aujourd'hui. Ouais. Ou les héritiers de la gauche israélienne, disons l'opposition israélienne d'aujourd'hui, elle a toujours dans son ADN cette idée que tous les moyens sont autorisés, que la fin justifie les moyens. C'est ça précisément, on pourrait résumer comme ça les choses. Pour l'opposition d'aujourd'hui, la fin justifie les moyens, alors que dans le camp héritier de Menachem Begin, eh bien justement la fin ne justifie jamais les moyens. Et au contraire, ils sont prêts à sacrifier les fins pour ne pas utiliser des moyens qui ne sont pas autorisés à leurs yeux. Et pour vous, c'est un scénario possible aujourd'hui, une guerre civile au sein de la société israélienne ? Eh bien non, précisément, parce que pour une guerre civile, il faut deux camps qui s'affrontent, et il y aura toujours un camp qui refusera, et c'est précisément le camp de Menachem Begin qui à l'époque a refusé sur l'Altalena la guerre fratricide, et qui la refusera aujourd'hui et demain. Donc la guerre fratricide n'aura pas lieu, mais l'opposition d'aujourd'hui continue de l'agiter comme un épouvantail, et quelque part ça c'est une arme, évidemment, c'est une arme tout à fait, c'est une arme diabolique un petit peu dans le débat politique israélien. Eh bien, Maître Pierre Dursam, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions autour de cet événement, l'Altalena, il y a 75 ans, et peut-être de traduire, on va dire, ce qui s'est passé il y a 75 ans dans la réalité d'Israël, même si les choses ne sont pas tout à fait les mêmes, semblables. On peut dresser une comparaison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de l'avoir fait. Merci à vous, Shavuot Tov.